Je sais plus. Vous savez dire combien il y a de diapos là-dessus ou pas? À mon avis, on devait finir à 17h30. Là, je pense qu'on va finir vers 16h30. On va finir. Ok. C'est important parce qu'en plus, si tu dois Je peux pas, j'aurais pas pu. Si j'avais un mari qui n'est pas dans la maison, tu dis, il aurait dégagé. Il faut partager. Ah oui, on partage. C'est marrant, on dit qu'il n'aime pas, mais quand c'est son truc, il achète à manger. Il aime pas cuisiner, mais il peut faire des courses. Oui, mais il fait des courses. Mon père, il m'avait fait rire aussi. Ma mère, maintenant, il cuisine, mais avant, mon père, il cuisine. J'ai appuyé sur pause et j'ai beau appuyer sur reprendre l'enregistrement, ça marche pas. Vous savez à peu près comment ça marche ce truc? Pas du tout. Là ça fonctionne? oui. Normalement, il y a marqué pause, il y a marqué en même temps, il arrive. D'accord, ok. Donc on va aborder maintenant l'échographie du pelvis chez la petite fille. Et d'abord l'échographie pelvienne normale. Donc comment est-ce qu'on fait une échographie du pelvis? Là aussi ça réclame une technique rigoureuse. Donc d'abord d'avoir la vessie pleine, ce qui n'est pas toujours facile à obtenir, je vous l'accorde, chez la petite fille, mais dans la mesure du possible avec la vessie pleine, avec pour le nouveau-né le plus souvent l'utilisation d'une sonde superficielle d'au moins 7 MHz donc pour le nouveau-né. Et chez l'enfant et chez l'adolescente, on pourra essayer d'utiliser cette sonde superficielle, mais on aura plus souvent recours à une sonde de moyenne et une sonde de basse fréquence. On n'utilise pas du tout la sonde endovaginale chez la petite fille. C'est-à-dire qu'on ne se pose même pas la question. En dessous de 15 ans, si vous commencez à entrer dans des... alors que les parents sont présents en général en échographie, commencez à dire est-ce qu'on peut utiliser la sonde endovaginale, c'est des trucs hyper compliqués, vous allez vous retrouver dans des situations compliquées. Et en plus, on a l'avantage en échographie chez l'enfant de ne pas avoir le problème de l'épaisseur de la paroi abdominale, l'épaisseur éventuellement, alors elle n'est pas que graisseuse, mais aussi musculaire. Et donc, comme on passe très très bien, en général, on arrive à avoir très facilement accès aux structures utérines et ovariennes. Donc, quelle coupe on réalise exactement sur une échographie pelvienne de l'enfant? Donc, sur le pelvis, on fournit toujours une image sans et avec mesure. Alors, c'est pas pareil dans tous les hôpitaux. C'est vrai qu'à Trousseau, on est un hôpital pédiatrique et on est très peu parcimonieux sur les images. On n'est pas économe sur les images d'échographie. Sachant que l'échographie, c'est la très très grosse partie de notre diagnostic. On a une énorme activité d'échographie. Donc en fait, on considère qu'il faut fournir autant d'images que nécessaire. Et donc systématiquement, on fournit une image avec les mesures comme ici sur l'utérus, donc en coupe axiale et en coupe longitudinale, avec la mesure du diamètre transverse, la mesure de la longueur utérine ici sur la coupe longitudinale et la mesure de l'épaisseur au niveau du corps utérin et au niveau du col utérin. Et puis on montre au moins une image avec l'endomètre en coupe longitudinale. Et puis on fournit également une image, ici vous voyez qu'on a divisé l'écran en deux, avec une coupe axiale sur l'ovaire et une coupe longitudinale sur l'ovaire, avec ici 2 follicules, et une image avec et sans les mesures. Et en général, pour les mesures, ici on ne fait pas de mesure simplement en 2D, on fait une mesure du volume ovarien chez l'enfant. Et on ne s'arrête pas là chez l'enfant, on regarde. Alors, je vous conseille de le faire de façon systématique pour ne pas oublier le jour où vous allez être devant une puberté précoce et puis même, en fait, c'est vrai qu'en général, dans l'échographie de la petite fille, on a vu tout à l'heure, je vous ai montré des tas de malformations utérines associées à des malformations du tractus du système urinaire. Et bien l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver devant une malformation utérine, il faut que vous sachiez si vous avez un rein unique ou éventuellement un rein pelvien ou un rein en fer à cheval. Donc, obligez-vous à regarder systématiquement les reins, essayez de dégager les loges surrénaliennes quand vous êtes devant une... Enfin, c'est pas essayer, il faut de toute façon dégager les loges surrénaliennes et chercher éventuellement une masse surrénalienne dans le bilan des pubertés précoces. Mais en tout cas, attachez-vous, c'est un seul système, c'est le système urogénital.
et il faut le regarder en entier. Donc sur les aspects normaux de l'échographie chez l'enfant, donc chez le nouveau-né, vous savez qu'il y a l'imprégnation hormonale maternelle et placentaire, et donc qui donne à la fois à l'utérus et aux ovaires une forme tout à fait particulière, et donc qui est cette forme néonatale, en fait en poire, le haut est ici et le bas est là, et en fait le fond utérin est plus étroit que le col utérin, et donc on a cet aspect de poire inversée. La longueur utérine est environ de 3,5 cm en période néonatale. La largeur utérine, ici, va être de l'ordre de 1,4 cm. L'endomètre, quelquefois, peut apparaître échogène. Vous savez qu'on peut avoir des règles chez la petite fille et vous allez même pouvoir retrouver un petit peu de liquide dans le vagin. Je comprends pas la coupe parce qu'on voit pas la vessie, là. Non, elle est là. C'est pas censé être retrouvée. Ah, d'accord. Elle est là, elle est toute aplatie. En fait, on voit quasi les... c'est pour vous dire enfin, il n'y a pas besoin d'écho orno-vaginal, hein. On est d'accord. Enfin, là, en l'occurrence, c'est un tout petit bébé, mais la paroi ici, ça représente à peu près 1 cm. Vous voyez qu'à peine 1 cm, vous avez quasi le péritoine. La paroi vésicale, la vessie est ici à 2 cm et à peine 3 cm, vous avez l'utérus que vous voyez parfaitement, en fait, que vous voyez presque mieux qu'avec une sonde endocavitaire. Et ici, derrière, vous avez le rectum, et là, vous devinez le sacrum, en fait. D'accord. Donc c'est aussi pour ça que chez la très très petite, chez la petite fille nouveau-née, c'est pas forcément très contraignant de pas avoir la vessie pleine. Autant ça va être embêtant chez la jeune fille, chez l'adolescente, autant chez la très petite, on a tellement accès aux structures, elles sont tellement sous la sonde que c'est pas qu'on n'exige pas d'avoir absolument la vessie pleine chez le tout petit bébé. Dans cette indication-là, pour le pelvis, on ne peut pas l'exiger, voilà. Non, mais ou alors les coller sous le perf, ou enfin essayer de faire des trucs comme ça, ça n'a pas tellement d'intérêt. En revanche, chez la plus grande, ça peut être très très embêtant de ne pas avoir la vessie pleine parce qu'elle sert vraiment de caisse de résonance, hein. C'est ce qui permet de faire passer les ultrasons et d'avoir accès à l'utérus et aux ovaires. En période infantile, ici j'ai noté prépubère, en fait c'est plus exactement infantile, on a cet aspect tubulé de l'utérus où en fait le col et le fond ont exactement la même épaisseur, et si on le regardait en coupe coronale, en fait si on le regardait comme ça, il aurait vraiment une forme où il peut avoir cette forme tubulaire ou parfois une forme un petit peu triangulaire, mais en tout cas jamais il n'a jamais cette forme qu'on a au moment de la puberté, quand la puberté va commencer, cette morphologie pubaire. Donc la longueur utérine, donc ça c'est plutôt chez l'enfant, donc avant 8-9 ans, elle est de 2,5 à 4 cm, avec une largeur utérine qui est souvent très fine, moins de 1 cm, et l'endomètre n'est pas visible. On est quasi comme chez la femme en ménopause. Et l'utérus pubaire normal, lui, il va avoir une morphologie d'adulte, avec un fond qui va être plus épais que le col. La largeur utérine qu'on va mesurer ici sera de 5 à 8 cm. La longueur utérine qu'on va mesurer donc ici depuis le fond utérin jusqu'au niveau du col va être de 5 à 8 cm. Ici, vous devinez le vagin et puis les cul-de-sac qui sont virtuels. La largeur utérine, donc ici, elle est de 15 mm environ, et l'endomètre, lui, va être visible, et son épaisseur et son écostructure vont varier en fonction du cycle. Donc une ligne échogène en première partie de cycle, un aspect de cible en période ovulatoire, et puis après cet aspect échogène et épaissi, comme on peut le voir ici, épais et régulier, qu'on peut voir en deuxième partie de cycle. Donc ensuite, pour le volume ovarien, on a des ABAC pour le volume ovarien en fonction de l'âge. Donc vous voyez qu'à la naissance, les ovaires sont souvent un peu plus gros, en fait du fait de l'imprégnation hormonale maternelle. Leur taille va diminuer à la fin de En fait, souvent les signes d'imprégnation, c'est vraiment les tout premiers mois. Vous pouvez quand même les voir jusqu'à 1 an en fait. On peut avoir des signes d'imprégnation hormonale au niveau de l'échographie, avec des ovaires assez gros, plurifolliculaires, sans qu'il y ait de pathologie sous-jacente du tout.
jusqu'à 1 an. Et donc ensuite, l'ovaire va diminuer en taille, il va avoir cet aspect quasi ménopausique où il va être tout petit, un peu en forme d'amande, et on va moins bien voir les follicules. Et puis après, au moment où la puberté va commencer, sa taille va augmenter pour atteindre, en période pubertaire, la taille quasi adulte de 4 cm3. Donc voilà, de façon résumée, de façon un peu grossière, mais entre 1 et 6 ans, le volume est de moins de 1 cm3. Entre 6 et 10 ans, il va être inférieur à 2 cm3. Entre 11 et 13 ans, il va commencer à augmenter de taille et être entre 3 et 5 cm3. Et au-delà de 15 ans, avec la morphologie adulte, mais toujours inférieur à 8 cm3. Donc ici, c'est un aspect que l'on peut voir chez la petite fille nouveau-née, où en fait vous avez des ovaires qui paraissent proportionnellement à la taille de l'enfant très volumineux. Ils peuvent mesurer donc jusqu'à 1 cm3 sans aucun problème, avec de multiples follicules visibles en leur sein. Leurs contours sont réguliers. Et puis ici, c'est un exemple chez une enfant de 6 ans. Vous voyez un aspect d'ovaire un petit peu en amande. Alors c'est pas seulement parce que la vessie est très pleine là et que l'ovaire est plaqué en arrière, mais on voit moins les follicules et ils vont mesurer entre 0,6 et 1 cm3. Et puis vers 9 ans, ils vont commencer à augmenter un petit peu de taille, on va voir un petit peu mieux les follicules pour arriver en fait à la période pubertaire. Vous voyez là, j'ai mis les images sans et avec les mesures, où vous avez cet ovaire qui a quasi une forme adulte, où on va voir de multiples follicules de moins de 5 mm de diamètre. Quelquefois, on verra un follicule dominant non rompu de moins de 20 mm, et ces ovaires-là vont mesurer entre 4 et 5 cm3, donc à partir de la puberté. Sur les aspects pathologiques, on va commencer avec les douleurs pelviennes aiguës, et en particulier la torsion ovarienne. C'est un peu le stress de tout le monde pour les échographies urgentes, et qui n'est pas un diagnostic du tout facile à faire, que ce soit cliniquement ou échographiquement. Donc la pathologie pelvienne aiguë, elle est dominée par les torsions ovariennes, et sachant que les torsions ovariennes représentent à peu près 3% des douleurs abdominales de l'enfant et 15% de l'ensemble des torsions ovariennes. Donc c'est pas du tout négligeable, c'est pas une pathologie exceptionnelle. Donc elles surviennent plus souvent chez l'enfant sur un ovaire qui sera sain par rapport à l'adulte, ou chez l'adulte ça surviendra plus fréquemment sur une tumeur. Et le diagnostic est difficile, d'une part parce que les signes cliniques sont peu spécifiques, et puis parce que, je vous l'ai dit, chez l'enfant, on n'utilise pas l'endovaginal, et qu'on a quand même, dans un certain nombre de cas, des torsions ovariennes chez l'adolescence. Et donc, en fonction des séries, les performances de l'échographie sont très variables, avec une sensibilité qui s'échelonne de 45 à 74%, donc juste pour la sensibilité déjà. D'accord ? Donc la clinique, elle est peu spécifique, c'est une douleur pelvienne aiguë avec des nausées ou des vomissements, ou des vomissements. C'est vrai que la présence de nausées est souvent un assez bon signe, en tout cas nous on le corrèle assez bien avec nos constatations échographiques. On peut quelquefois avoir une hyperthermie modérée, on peut avoir une petite fébricule et une hyperleucocidose, ce qui va éventuellement faire errer le diagnostic. Le diagnostic différentiel pour les douleurs de torsion ovarienne à droite, ce sera l'appendicite, et on espère dans ces cas-là avoir un syndrome inflammatoire plus marqué. Et dans les formes complètes ou subaiguës, c'est-à-dire les épisodes de torsion des torsions, la clinique elle est beaucoup moins évidente, elle nous fait très souvent errer sur le diagnostic de torsion. Donc l'aspect clinico-radiologique typique de la torsion ovarienne, donc ce sont des douleurs pelviennes aiguës, plutôt latéralisées, et qui vont être associées à des nausées ou des vomissements. Et le diagnostic va reposer donc essentiellement sur l'échographie, sur une augmentation de la taille de l'ovaire, une médialisation de l'ovaire, c'est-à-dire qu'au lieu d'être latéralisé du côté où on l'attend, en fait il va venir se mettre en arrière de l'utérus. Le fait d'avoir, comme on le voit sur cet exemple, une distribution un peu plus périphérique des follicules, ce que l'on voit un peu mieux ici sur la coupe axiale. Ici c'est l'ovaire droit chez une petite fille de 2 ans, et ici c'est son ovaire gauche, donc vous voyez déjà la symétrie de taille entre les deux. Et en fait, du fait de la présence de l'œdème dans le parenchyme ovarien, vous voyez qu'on a un aspect plutôt hyperéchogène
alors ça peut être hyper ou iso-échogène, voire hypoéchogène si vous avez de la nécrose au centre de l'ovaire. Donc ça, c'est pas un très très bon signe, mais cet aspect œdémacié, globuleux de l'ovaire avec une répartition en périphérie des follicules, c'est évocateur d'une torsion, avec la symétrie, la douleur et les nausées. Au-delà de ça, un des signes qui a été beaucoup mis en avant sur les échographies chez l'adulte, c'est le signe de la torsion. Alors nous, sur notre série d'à peu près 60-70 torsions ovariennes, on l'a trouvé une fois. Ça fait pas beaucoup, hein, une fois. Et pourtant, Dieu sait qu'on l'a cherché et que dans les torsions authentiques, je le cherche, ce signe-là, et vraiment, je ne le trouve pas. Et d'ailleurs... Tour de spire, hein, c'est ça ? Ouais. C'est-à-dire que c'est de mettre en évidence, comme on peut éventuellement le chercher dans les torsions testiculaires, c'est vraiment rechercher la torsion de la trompe, en fait, de la partie souvent distale de la trompe, et mettre en évidence la rotation. Alors, d'abord l'épaississement tubaire, et en plus la rotation des vaisseaux dans cet épaississement tubaire. Théoriquement, c'est génial. Enfin, d'un point de vue philosophique, c'est une super bonne idée. En pratique, c'est hyper difficile à mettre en évidence chez l'enfant. L'interruption de la vascularisation, ça pourrait être théoriquement un bon signe. Il y a des séries où on décrit très bien le Doppler et l'intérêt du Doppler dans la torsion ovarienne. En fait, en pratique, on sait qu'on a des ovaires très œdémaciés et du fait de la double circulation à la fois par l'utérus, par l'artère utérine et l'artère ovarienne, on peut garder un ovaire relativement vascularisé sans que, et malgré tout, il soit quand même authentiquement tordu. D'accord ? Donc la vascularisation, l'interruption de la vascularisation, ça n'a finalement de valeur que si elle est absente en fait. Si elle est absente. Oui, si elle est absente. Si elle est présente, ça ne veut pas dire que l'ovaire n'est pas tordu en fait. C'est-à-dire que il n'y a pas de Doppler, il n'y a pas de couleur en Doppler, c'est ça ? Oui. Ouais. Quand il n'y a pas de Doppler en couleur, on peut se dire bon, ça peut être un des signes de torsion. Mais si jamais vous avez un Doppler, si vous avez de la couleur, l'ovaire est peut-être quand même authentiquement tordu. D'accord ? Et donc chez cette petite fille, eh bien vous voyez ici, c'était pour mettre en parallèle en fait la torsion ici de la trompe avec l'ovaire ici qui est au bout et qui est quasiment nécrosé. Et donc en fait vous voyez la torsion qui se traduit ici, hop, par la rotation ici et l'épaississement de la trompe. La présence d'un épanchement péritonéal est aussi un assez bon signe en fait en faveur d'une torsion, mais c'est pareil, et on va le voir juste après, c'est pas non plus complètement discriminant. Vous pouvez avoir d'authentiques kystes hémorragiques très douloureux, et au moment où ils se fissurent dans le péritoine, c'est extrêmement douloureux parce qu'on a du sang dans le péritoine et c'est très douloureux, et bien vous êtes très embêté pour faire le diagnostic différentiel avec la torsion. Donc un signal Doppler artériel au sein de la masse ne permet pas d'exclure le diagnostic de torsion ovarienne. Alors il y a plusieurs cas de figure. Il y a le cas de figure où on a un peu que nos yeux pour pleurer. C'est celui-ci, c'est celui de la torsion sur un kyste ovarien de diagnostic anténatal. Ici, c'est l'échographie à 34 semaines. On est sur une coupe axiale sur l'abdomen de la petite fille. Vous avez le rachis ici en arrière, la vésicule biliaire qui est là, et vous voyez une formation kystique qui vraisemblablement chez cette petite fille correspondait, alors on a d'autres diagnostics différentiels, hein, mais vraisemblablement ça correspondait, vu la localisation, à un kyste ovarien. Et on sait que ces kystes ovariens, et c'est la raison pour laquelle on est si vigilant sur les kystes ovariens de découverte anténatale, c'est qu'en perpartum, alors je ne sais pas pour quelle raison, mais ils ont tendance à se tordre en fait, vraisemblablement plus souvent au cours de l'accouchement. Et bien là, à J0, on a fait l'échographie, et c'est pour ça aussi qu'on fait l'échographie très précoce de ces kystes ovariens. Et là, malheureusement, en fait, il y a un sédiment échogène à l'intérieur du kyste. Ça, c'est le kyste en anténatal, et ça, c'est le kyste en postnatal. Le parenchyme ovarien qui est très très difficile à individualiser, qui est nécrosé. Et ça, ici, c'est la coupe qui est faite. Oui, voilà. Quasiment dans ce plan-là, en fait. Là, on est en coupe axiale sur l'ovaire. On devine même ici l'appendice. On coupe ici. Et on a cette image-ci. Et vous voyez cet aspect plissé. On a quasiment l'impression de voir la torsion, en fait. C'est exactement comme dans les torsions testiculaires, en fait. L'aspect de queue de l'épididyme, où on voit quasi l'axe de rotation. Donc, en fait, le danger le risque avec ces kystes ovariens, diagnostic anténatal, c'est qu'ils saignent
mais ça, à la limite, le traitement est chirurgical et l'ovaire, lui, ne craint pas particulièrement, mais c'est qu'il se torde, et en particulier dans le péripartum, et donc là, en fait, on ne peut plus faire grand-chose, l'ovaire est nécrosé. Ici, c'était une torsion ovarienne, là aussi, alors pas tout à fait la période néonatale, c'était une petite fille de 2 mois, et vous voyez que les signes cliniques sont très très frustres chez la toute petite fille. Un inconfort abdominal, des douleurs abdominales chez une enfant de 2 mois, c'est vraiment pas un diagnostic facile à faire. Et en fait, là, on avait fait l'échographie avec une sonde superficielle, et vous voyez très bien les contours de l'ovaire ici, avec une espèce de gangue fibreuse autour, avec des follicules, alors qui ne sont pas tout à fait déjetés en périphérie comme on les a vus dans les aspects typiques tout à l'heure. Il était très augmenté de taille, cet ovaire, et on a fait le diagnostic de torsion ovarienne, et effectivement, en fait, en opératoire, l'ovaire était complètement nécrosé, ils ont dû l'enlever, en fait, on n'a pas pu le détordre. La prise en charge chirurgicale, vous me direz si je me trompe ou pas, actuellement, elle est plutôt à la détorsion, quoi qu'il arrive. Essayer de préserver l'ovaire au maximum, parce qu'on sait qu'il y a grâce à cette double vascularisation, une grande partie des ovaires qui vont récupérer, même si ils ont l'air très très suspects en opératoire. Et malheureusement, chez cette petite fille, il était vraiment dur, et la torsion était déjà trop ancienne. Un autre exemple chez une très petite de torsion sans masse, une petite fille de 2 ans qui présentait des douleurs de la fosse iliaque droite, alors des douleurs un peu intermittentes. Cliniquement, c'était un diagnostic qui était vraiment pas facile. La petite fille courait dans la salle d'attente, elle était tout à fait normale et gaie, mais la maman disait bien, voilà, il y a des moments où elle se plie de douleur, et ça faisait quelques jours qu'elle avait ces douleurs intermittentes. Sur l'échographie, vous m'accorderez que donc l'ovaire gauche est d'aspect normal, on voit les follicules, il a cette forme d'amande, et puis l'ovaire droit était, je crois, 3 à 4 fois plus gros que l'ovaire gauche. Et donc en fait, ici, on retrouvait cet aspect de distribution périphérique des follicules ovariens, avec le parenchyme ici qui était un peu œdémacié, le stroma ovarien qui était un peu œdémacié, et donc en fait elle a été opérée, et c'était une authentique... elle n'a pas été opérée, voilà ce qui s'est passé, pas tout de suite. En fait, cliniquement, elle était très peu inquiétante, et les chirurgiens pensaient probablement... que sur les données de l'échographie, on ne pouvait pas être absolument sûr que c'était une torsion ovarienne. Donc on a réalisé une IRM pour essayer de conforter notre diagnostic. Ici, c'est une séquence en pondération T2 dans le plan coronal. Vous voyez ici l'ovaire droit qui est très augmenté de volume, qui est très en hypersignal en pondération T2 du fait de la présence de l'œdème. Ici, c'est l'ovaire gauche qui est donc d'aspect normal. Et ici, c'est la séquence non injectée en pondération T1 avec saturation du signal de la graisse pour faire ressortir les zones qui ont été injectées. Et donc ici, vous avez la vessie, le sacrum, le rectum qui est ici. L'ovaire, ici on le voit très bien, l'ovaire gauche, après injection, vous voyez les follicules avec le rehaussement du parenchyme. Et en fait, l'ovaire du côté droit, il est ici. Et en fait, il ne se rehausse absolument pas après injection de produits de contraste, en fait, par rapport au côté contralatéral. Et donc en fait, cette petite fille a finalement été opérée. L'ovaire a été récupéré, et donc elle a été... il a simplement été détordu. Sur la fixation des ovaires, c'est extrêmement discuté. Est-ce qu'il faut fixer ou pas, faire une orthopexie, c'est une orthopexie ovarienne. Alors c'est vrai que c'est très très discuté. En l'occurrence, ça n'a pas été fait chez cette petite fille qui était donc âgée de 2 ans. Et malheureusement, elle est revenue il y a 1 an dans le service. Elle avait à nouveau tordu son ovaire, donc c'est une récidive de torsion ovarienne. Donc elle avait 3 ans. Et là, malheureusement, le diagnostic a été fait très tardivement, l'ovaire était déjà nécrosé, ils ont essayé de le détordre et de le remettre en place, et j'ai vu cette petite fille, alors j'ai pas mis les images parce que je l'ai vue il y a 10 jours, et malheureusement, on ne voit plus du tout l'ovaire, on ne le voit plus du tout, il est perdu. Donc ça fait partie, alors on n'a pas la clé, on ne sait pas exactement ce qu'il faut, est-ce qu'il aurait fallu le fixer d'emblée, est-ce qu'on aurait pu faire le diagnostic plus rapidement la 2e fois. Et puis après, la maman me posait des tas de questions sur le devenir en termes de fertilité de cette petite fille qui maintenant n'a plus qu'un seul ovaire. C'est vrai que je sais qu'il faut préserver au maximum la réserve folliculaire, mais c'est vrai que je n'ai pas d'idée sur l'avenir en termes de fertilité pour cette petite fille. C'était le même ovaire qui s'est retendu. Ouais.
Alors ici, donc, ça c'est sur la torsion ovarienne, j'ai envie de dire presque typique. Il y a tous les signes, vous avez la symétrie de taille entre les deux ovaires. La symétrie de taille, c'est un très très bon signe. Le problème, c'est que la symétrie de taille, ça ne suffit pas toujours, et puis que quelquefois, les torsions ovariennes peuvent survenir sur des kystes, et qu'on a aussi le problème des kystes hémorragiques qui peuvent ressembler beaucoup à une torsion ovarienne. Et donc ici, vous avez 5 cas, et dedans, il y a des torsions ovariennes et des kystes hémorragiques non tordus. Le premier, est-ce que vous diriez que c'est une torsion sur kyste? Il y a un kyste à l'intérieur. Il y a un kyste à l'intérieur. Elles ont toutes mal. Hein. Elles ont toutes mal et elles vomissent toutes. Ah oui, il faut dire s'il y a une torsion Ouais, avec le kyste. exactement. Est-ce que c'est un kyste hémorragique simple ou est-ce que c'est une torsion ovarienne avec éventuellement sur kyste? Alors le premier, il est hémorragique. Oui, on a l'impression de voir un niveau à l'intérieur. D'accord, donc il y a bien un kyste hémorragique. Qu'est-ce que vous pensez du parenchyme tout autour? Il est bien, il est mâché. Il a l'air bien. En fait, ça marche. Alors, on va regarder, on va tous les regarder. Celui-ci, pareil, ça ressemble furieusement à un kyste hémorragique. Le truc, c'est que là, on voit vraiment pas le parenchyme. Ouais. Je vous promets qu'on a essayé de tourner autour, on n'a pas réussi à le dégager. Ensuite, kyste hémorragique, hein, on voit plein de petits échos à l'intérieur. Ça fait quasi un aspect en filet de pêche. Et puis là, on devine le parenchyme ovarien et il a l'air relativement mince. Ici, Parenchyme. ça c'est le parenchyme et ça c'est un kyste. On a l'impression qu'il est aussi hémorragique, mais est-ce que c'est une torsion ou est-ce que c'est une torsion sur un kyste hémorragique ou est-ce que c'est un kyste hémorragique seul? C'est difficile de dire. Le croissant de parenchyme ovarien, il est quand même un petit peu épais. Et ici, vous voyez, vous retrouvez un kyste hémorragique et du parenchyme derrière. En fait, c'est hyper difficile. Et ce sont 5 cas qui se sont produits en vrai. Alors, les 5 n'ont pas été opérés. Mais hop, voilà. Ici, l'ovaire était tordu sur un kyste hémorragique. Alors, après, c'est difficile de savoir qui est l'œuf, qui est la poule. En fait, l'ovaire, quand il se tord, au milieu, quand la torsion est très serrée et qu'elle est relativement ancienne, au milieu, vous pouvez avoir une nécrose hémorragique de l'ovaire. C'est ce que je vous ai dit au début. Vous pouvez avoir la phase très œdémateuse où vous avez un aspect plutôt hyperéchogène, et puis finalement, le centre peut devenir plutôt hypoéchogène du fait de la nécrose ovarienne. Et de la même façon, vous pouvez avoir un kyste fonctionnel ou une tumeur, et l'ovaire va se tordre, ou même un kyste hémorragique, et l'ovaire va se tordre sur ce trigger, en fait, sur la présence de la masse qui va faire capoter l'ovaire. Et donc ici, en fait, c'était une authentique torsion sur un kyste hémorragique, là également, avec un kyste hémorragique qui était plus volumineux et qui était également tordu. Ici, c'était un kyste hémorragique simple, et le stroma, le parenchyme ovarien restant, vous voyez qu'il était tiré, mais finalement, il n'est pas très œdémacié. Celui-là, il était tordu. L'épaisseur parenchymateuse est relativement épaisse. Et ici, on est quasi, ça ressemble beaucoup à l'image juste à côté. Hein. Et c'était un kyste hémorragique simple. Et cette enfant-là, elle a été opérée en fait. Celle-là, elle a été opérée et c'était un faux positif de l'échographie. Après, est-ce que c'est complètement injustifié d'opérer des enfants chez lesquels on suspecte éventuellement une torsion et on n'est pas capable de faire la différence en échographie entre un kyste hémorragique et une torsion avec une nécrose hémorragique centrale? Je ne pense pas que ce soit complètement indécent. L'idéal, c'est de pouvoir aller à l'IRM en urgence. Si vous avez accès à l'IRM en urgence et de regarder si le parenchyme se rehausse ou pas, évidemment, vous êtes dans des conditions idéales, à condition que ça ne fasse pas de perte de temps sur... le Doppler aussi quand même dans l'examen. Peut-être ça aurait pu nous aider. Doppler couleur. Ouais. Alors le Doppler couleur chez l'enfant, pour les kystes hémorragiques, où vous dites, on va retrouver la couronne périphérique qu'on voit comme chez l'adulte. C'est exactement comme pour le tour de Spire. Dieu sait que je le cherche et je le regarde, et je ne le vois jamais. Dans les kystes hémorragiques simples, en fait, je ne le retrouve pas. On a beau baisser les vitesses au maximum, on a beau se centrer sur le kyste hémorragique qui a l'air d'être un kyste hémorragique simple, ce signe-là ne fonctionne pas chez la petite fille. Je ne sais pas si c'est le fait de ne pas utiliser de voie endovaginale, parce que les kystes hémorragiques, pour le coup, ils surviennent plutôt chez les adolescentes que chez les très petites. Et chez les adolescentes, en fait, c'est vrai que la paroi est quand même un peu plus épaisse. Les images que je vous montre, c'est vraiment les plus jolies. C'est pas les images de galère absolue de 3 h du matin pour une douleur abdominale avec une vessie à moitié pleine. Voilà ce qui se passe en fait dans la vraie vie. Mais toutes les fois où on a essayé de trouver cette couronne, alors qu'on savait que c'était un kyste hémorragique, qu'on était quasi certain, on la retrouve pas. C'est pas du tout comme en pathologie adulte ou par voie endovaginale. C'est peut-être une des clés. Mais c'est une excellente question.
Donc en fait le premier exemple alors là on n'avait pas besoin de faire véritablement l'IRM parce que déjà on était très alerté en fait, à la fois par la douleur et puis par la présence des vomissements. Ici on retrouvait le kyste et puis le parenchyme ovarien paraissait très épais. Vraiment, tout autour, il paraissait vraiment trop épais pour être pour que ce soit simplement un kyste hémorragique au sein d'un ovaire normal. Et puis, on a quand même réalisé l'IRM, et sur l'IRM on voit de façon très claire, ça c'est la séquence pondérée en T2. Vous voyez le parenchyme ovarien ici qui est très œdémacié, trop en hypersignal en T2. Vous voyez l'ovaire contralatéral, il est là. Hein. Donc c'est bien ça. Hein. Oui, c'est bien ça, c'est bien l'ovaire contralatéral. Donc on voit qu'il est beaucoup plus volumineux que l'autre. La différence de taille, c'est aussi un très bon signe en faveur d'une torsion ovarienne. Même si ici on est un petit peu embêté parce qu'on se dit il y a un processus occupant au sein de l'ovaire, donc forcément la taille de l'ovaire elle va être plus grande que de l'autre côté. Donc est-ce qu'il faut faire une surface corrigée? Probablement que l'idée de faire une surface corrigée est une bonne technique pour vraiment comparer la surface ovarienne ou le volume ovarien par rapport au côté contralatéral en prenant une surface corrigée. Ici on voit bien, c'est la séquence pondérée en T1, l'hypersignal en T1 qui signe le caractère hémorragique. Ça c'est une séquence en écho de gradient T2 étoile où on voit les pigments en fait, d'hémosidérine qui sont en hyposignal, et puis l'aspect aussi de nécrose en fait, où on a des tas de petites plages en hyposignal tout autour, et puis qui signe aussi probablement une part hémorragique dans l'ovaire de cette petite fille et de cette grande fille, et puis l'absence de rehaussement après injection de produits de contraste de l'ensemble de l'ovaire. L'ovaire ne prend absolument pas le contraste. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, et je réalise en regardant l'image, c'est vrai qu'on voit tout autour du kyste, on voit comme une prise de contraste. Le parenchyme, lui, ne se rehausse pas, mais c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir une prise de contraste. Mais chez elle, on avait regardé pareil le Doppler, bon, c'est comme ça. Sur toutes ces situations où on a un doute entre un kyste hémorragique et une torsion ovarienne, donc, c'est ce que je proposais, hein, c'est d'essayer de réaliser l'IRM quand on y a accès, ce qui n'est pas toujours réalisable. Et en fait, chez cette jeune fille, chez laquelle on avait montré ce kyste hémorragique, et puis avec le doute sur le parenchyme ovarien juste en arrière, vous voyez, donc ici, l'ovaire est là, vous avez la lésion qui est plutôt en hypersignal en pondération T2, et on voit quelques follicules en arrière. Ici, c'est en T1, on voit que le signal est un petit peu intermédiaire en T1, le parenchyme est ici, vous voyez qu'il se rehausse parfaitement en fait, on a un rehaussement parfait. Donc elle n'était pas tordue en fait, celle-là n'était pas tordue. Donc c'était un kyste hémorragique sans torsion. Donc justement, c'est ce dont on parlait. Est-ce qu'il faut rechercher la couronne périphérique? Dans ce cas, ici, c'était un kyste hémorragique simple. Vous avez, donc en coupe axiale, ici, vous avez l'utérus, l'ovaire gauche. Ici, vous avez l'ovaire droit, qui est plus volumineux que du côté contralatéral. Et en fait, au sein de l'ovaire droit, on voit une lésion qui est plutôt hyperéchogène. Et en fait, on avait cette petite couronne périphérique, et ce n'était pas une torsion. Donc vous connaissez les signes en faveur des kystes hémorragiques, vous les avez vus dans les échographies pelviennes. Donc cette hémorragie intrakystique, elle peut d'abord on peut d'abord avoir ce contenu homogène ou hétérogène, quelquefois hyper échogène à la phase aiguë, et puis progressivement on va voir apparaître cet aspect en filet de pêche. On va avoir des caillots, quelquefois un niveau liquide, comme dans l'exemple qu'on a vu tout à l'heure. Et puis ici, vous voyez, ce sont aussi des images de caillots. Et puis progressivement, ici, chez cette jeune fille qui avait un kyste hémorragique simple, en fait, à 1 mois, l'ovaire a complètement diminué de taille. Il est revenu quasiment à sa forme normale, avec une diminution de la taille du kyste hémorragique. Autre cas de figure, donc là on a vu essentiellement donc, les ovaires sans masse, les ovaires versus les torsions ovariennes versus kyste hémorragique, et puis il y a aussi les torsions sur lésions tumorales. Quelque chose de très classique, un cas très classique, c'est la torsion sur tératome, sur le tératome mature ovarien. Donc ici c'était une grande fille de 14 ans qui venait pour des douleurs abdominales d'apparition brutale, et en échographie on avait cette masse complexe avec des zones hyperéchogènes, des images plus linéaires et échogènes
à l'intérieur. Sur l'échographie, on ne voyait pas les calcifications, on n'arrivait pas à les voir. Ça arrive quand vous êtes devant une masse aussi volumineuse et aussi complexe, c'est quelquefois difficile d'isoler un cône d'ombre postérieur. Le parenchyme ovarien, vous voyez, il est là sur le côté, il est complètement latéralisé ici, on le retrouve ici un tout petit peu antérieur, avec la masse qui est ici, avec la sonde superficielle. Et vous voyez qu'il est tellement étiré que c'est impossible, c'est quasiment impossible de dire que l'ovaire est tordu et qu'il est tordu sur la masse. Donc en fait, ce que l'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on considère que la masse étant trop volumineuse pour aller faire le diagnostic de la torsion, qu'à partir du moment où on a une douleur sur une masse de ce type-là complexe, c'est que l'ovaire est tordu et qu'il faut aller opérer. Alors, je vous ai mis l'image de scanner. Pourquoi est-ce qu'on fait un scanner ou éventuellement une IRM dans ce contexte? Et c'est vrai plus le scanner parce qu'il est souvent d'accès plus facile. C'est qu'il y a quand même 10% de tératomes bilatéraux. Et que là, cette masse ici masquait complètement celle qui était postérieure. En fait, celle-ci, donc là, c'est la plus superficielle. C'est une coupe axiale en scanner. Et en fait ici vous voyez cette masse qui correspond à celle-ci la plus antérieure et la plus postérieure on ne la voyait absolument pas. Et donc on voit bien qu'elle est pluriticulaire, hein. Il y a des zones liquidiennes, des zones graisseuses et puis des calcifications qui correspondaient éventuellement à des dents. Et donc c'est 10% des cas, hein, 10% des tératomes qui sont bilatéraux. Donc il faut qu'il y ait un examen d'imagerie en coupe parce que le chirurgien va pas du tout être dans le même état d'esprit, enfin en tout cas c'est ce que nous disent nos chirurgiens. C'est que si vous partez sur une seule ou sur sur un seul ou sur deux ovaires à opérer. Et donc en fait, chez cette petite fille, on a pu faire une simple tumorectomie et conserver les ovaires. Et ça, c'était un mois de la tumorectomie. Et en fait, on a des ovaires alors qui ne sont pas absolument parfaits pour 14 ans, mais on a quand même du parenchyme ovarien et des follicules des deux côtés. D'accord ? Dans les torsions sur processus tumoraux, c'était une enfant de 12 ans qui présentait des douleurs abdominales depuis 3 jours, donc les calipers sont placés sur l'utérus ici, et donc la masse elle est située juste au-dessus de l'utérus. Et donc vous voyez à quoi peut ressembler une torsion sur une masse qui est elle aussi un peu complexe. En fait on voit des plages hyperéchogènes à l'intérieur. Le parenchyme ovarien en fait c'est tout ça. Alors ça vient pas tout de suite, hein. Il faut tourner un tout petit peu autour pour comprendre comment est l'ovaire et comment est la masse. Et en fait, l'ovaire est ici, et vous voyez qu'il est augmenté de taille. On a probablement un bout de la trompe ici qui est épaissi. Et donc cette masse, avec un petit peu d'épanchement liquidien tout autour. Et c'est chez elle qu'on avait vu justement l'épaississement et le signe de la spire. Le parenchyme ovarien qui était épaissi, avec même des zones, vous voyez, un petit peu nécrotiques à l'intérieur, en fait des petites plages hypoéchogènes à l'intérieur, donc il était déjà nécrotique, et c'était une torsion de l'ovaire sur un tératome. Mais un tératome plus petit que celui qu'on a vu juste avant, qui était extrêmement volumineux, qui faisait quasiment 15 cm, et qui étirait complètement le parenchyme ovarien. Ici, il était un peu plus petit, le parenchyme ovarien avait pu augmenter de taille, augmenter suffisamment de taille pour qu'on puisse en faire le diagnostic. Et donc c'est ce que je disais, quand le volume tumoral est vraiment très important, eh bien on est très gêné pour aller rechercher le croissant de parenchyme en échographie. Ici vous avez une masse pluriticulaire qui est complexe. Ici à l'intérieur vous avez l'impression de voir une végétation, éventuellement un doute sur des petites calcifications. En fait c'était ici un tératome. On était incapable d'analyser le parenchyme ovarien éventuellement étiré, et on comprend pourquoi, parce que là ce sont les coupes en pondération T2 avec saturation du signal de la graisse en coupe coronale. Vous avez la vessie qui est ici, et vous voyez juste poser au-dessus de la vessie cette masse avec un croissant ici complètement étiré et très très fin qu'on n'aurait vraisemblablement pas pu voir en échographie. Et ici vous retrouvez sur l'IRM l'espèce de végétation que l'on voit ici sur le Doppler. Donc ici c'était une torsion sur un tératome, donc ça vérifie presque l'adage, c'est-à-dire que si on a une douleur pelvienne brutale avec une masse ovarienne volumineuse et qu'on ne voit pas l'ovaire, eh bien il faut évoquer le diagnostic de torsion ovarienne sur masse. On peut également avoir des images aussi un peu complexes à comprendre en échographie, comme chez cet enfant de 17 ans qui présentait des douleurs pelviennes qui étaient adressées pour suspicion de torsion. Et sur l'échographie, en fait, elle avait aussi un petit syndrome inflammatoire biologique.
Et en fait, ce que l'on voit, c'est un ovaire gauche qui est un peu augmenté de taille. Vous voyez qu'on a un follicule ici qui a l'air aussi assez volumineux. Et puis on a une masse juste à côté. Et cette petite fille, on a pu la passer en IRM, comme on le fait, on essaye de le faire au maximum pour les formes atypiques et sans trop retarder la prise en charge chirurgicale. Et on a ce qu'on appelle le signe de l'épididyme, en fait. C'est quasi comme dans les torsions ovariennes. Vous voyez ici, ça c'est l'ovaire, d'accord, en hypersignal en pondération T2, qui est augmenté de taille. On le retrouve ici, en fait, cette image-là, elle correspond en fait à celle-ci, en coupe coronale. Et vous avez ici un kyste paratubaire, et l'ovaire juste à côté qui est augmenté de taille et qui est œdémacié. C'est pas normal d'avoir un parenchyme comme ça aussi en hypersignal en pondération T2. Et quand on se met ici en coupe sagittale, c'est-à-dire qu'on coupe, hop, comme ça ici, vous avez cette espèce de torsion qui montre l'endroit où en fait l'ovaire s'est tordu, en fait, là où il a capoté. Ici, c'est un autre exemple Là, c'était simplement un exemple pour vous montrer en fait comment est-ce que ça se passe, même quand l'ovaire sur l'échographie ou en péropératoire a un aspect extrêmement péjoratif. En fait, on a envie de se dire que cet ovaire, eh bien, il est fichu, il est complètement nécrosé. On dirait quasi une torsion hémorragique, mais parce qu'il est nécrosé. Et en fait, elle a été opérée sous célioscopie. Elle a pu bénéficier, cette petite fille, d'une détorsion ovarienne, et ça c'est le contrôle à 1 mois, et vous voyez que l'ovaire a quand même bien récupéré. Donc ça permet quand même d'avoir une petite note positive et de dire que même si le diagnostic est difficile à faire, quand on le fait, quand on arrive à le faire et que les enfants sont opérés, on peut quand même récupérer un ovaire, même si les images sont ont l'air sont en faveur d'une torsion sévère et serrée. Dans les diagnostics différentiels des torsions ovariennes, donc je vous ai dit qu'il fallait penser à l'appendicite aiguë. C'est un peu l'équivalent de l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure avec l'appendice contre la paroi vésicale. Là, ça se passe en arrière de la paroi vésicale. En fait, la vessie est ici, elle est vide. C'était une petite fille de 3 ans, donc vous savez, 3 ans, c'est pas l'âge le plus typique de l'appendicite aiguë, donc on n'y pense pas forcément. Et c'est l'interne qui, en garde, m'avait envoyé cette image-là sur l'ordinateur, en faisant un petit PowerPoint, et en disant, écoute, je crois que l'ovaire est tordu. Alors, je comprenais pas pourquoi est-ce que l'ovaire avait comme ça cet aspect de barbe à papa. Et en fait, ça fait partie des choses sur lesquelles on essaye, nous, d'insister dans notre dialogue avec les urgences, c'est que ça change complètement tout en fait sur l'interprétation des images selon qu'on a le bilan biologique ou qu'on l'a pas. Au moment où elle m'a envoyé l'image, l'interne n'avait pas encore le bilan biologique et en fait elle avait un syndrome inflammatoire monstrueux, cette petite fille. C'était pas une petite hyperleucocytose de torsion de petit syndrome inflammatoire, c'était une franche hyperleucocytose. Et en fait, donc quand l'interne m'a appelé, j'y suis allée en me disant mais je comprends pas, pour une torsion ça ne ressemble absolument pas à une torsion. Et donc en fait, quand on regardait l'appendice, en fait, et en plus vous connaissez la scotomisation, c'est-à-dire que vous trouvez une image pathologique, vous ne voyez plus qu'elle, vous ne cherchez plus rien ailleurs. Vous cherchez à comprendre quelle est cette image pathologique et vous n'essayez pas d'élargir quand vous êtes en échographie. Et bien là, c'est ce qu'il fallait faire. Il fallait élargir, il fallait aller chercher ailleurs. Et donc en fait, juste à côté, dans la fosse iliaque droite, on avait ici, vous voyez, un petit bout de l'appendice, cet aspect complètement nécrosé de l'appendice et sa pointe, que je ne me trompe pas, voilà, la pointe qui regarde comme ça vers en bas, avec une collection ici au contact. Et en fait, on avait sur... ici, c'est une coupe sur une coupe sagittale. En fait, on est dans le cul-de-sac de Douglas. Vous aviez une collection. Ça, c'est à quelques jours en fait. Ça, c'est la phase aiguë. Et ça, c'est quelques jours après. La collection, c'est un peu plus organisée et devenue plus liquidienne. Et en fait, effectivement, on avait une collection dans le cul-de-sac de Douglas et les deux ovaires étaient venus se coller de part et d'autre de la collection en fait. Donc c'est pour ça qu'on avait cet aspect très très bizarre où on avait l'impression de voir un ovaire monstrueux et très volumineux. Et puis pensez aussi toujours, alors c'est heureusement exceptionnel, mais c'était une grande fille de 15 ans qui venait avec sa maman pour des douleurs pelviennes fulgurantes. Elle avait des nausées et finalement on n'arrivait pas à récupérer la date de ses dernières règles. Et voilà. Et le dosage des bêta-HCG, c'est pas qu'une légende en pédiatrie, c'est pas si vieux que ça ce cas-là. Et quand vous posez la sonde et que vous voyez l'embryon là,
vous réfléchissez beaucoup en vous disant c'est pas possible et comment est-ce que je vais l'annoncer à la maman et à l'enfant et la prise en charge est vraiment très compliquée à ce moment-là. Mais bref, voilà, il faut y penser et les bêta-HCG évidemment n'avaient pas été dossés à l'entrée aux urgences. Donc ça c'était encore un exemple d'échographie de kyste hémorragique en fait simplement. Et puis l'échographie en fait c'était simplement pour vous remontrer qu'on peut avoir tout à fait cet aspect-là et simplement contrôler un mois après. Elle avait eu un scanner et on s'était posé la question d'un kyste dermoïde, mais en fait un mois après il avait complètement régressé et finalement c'était bien juste un kyste hémorragique. Donc ensuite on va passer maintenant à la puberté, au diagnostic. Donc on sort un peu de la pathologie aiguë de la petite fille, je pense qu'on en a fait à peu près le tour. On va passer aux échographies plus programmées en fait sur les diagnostics de puberté, en particulier sur les diagnostics de puberté précoce. Donc en fait, juste pour reprendre et savoir de quoi on parle exactement après, la télarge, donc c'est bien le développement mammaire, l'adrénarche, l'apparition de la pilosité pubienne et axillaire, et la ménarche, les premières règles. Et donc les modifications utérines, c'est ce que je vous ai montré tout au début de la présentation. Donc on va avoir des signes d'imprégnation hormonale avec une inversion du rapport entre la largeur du col par rapport au fond utérin et la visualisation de l'endomètre, qui donc vont tous être en faveur d'une imprégnation hormonale. Donc une puberté précoce, c'est une puberté qui commence avant 8 ans. Elle peut être d'origine centrale et donc avec le test au GNRH. Elle est idiopathique dans 2/3 des cas et puis dans des cas exceptionnels, on va retrouver un amartome du tubaire cinéréum, et pas sirénéum, mais cinéréum, et des signes d'hypertension. Et dans ce contexte-là, on va peut-être éventuellement retrouver dans un certain nombre de cas, des signes d'hypertension chronique, où en fait le développement pubertaire va être harmonieux et on va avoir des modifications utérines ovariennes qui vont précéder l'augmentation des sécrétions hormonales. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir éventuellement une IRM cérébrale. Ici c'était une jeune fille de 10 ans qui était suivie pour une leucémie aiguë, donc absolument rien à voir, mais pour vous montrer à quoi ressemble un amartome du tubaire cinéréum. C'est une masse bien limitée en fait qui est développée ici dans la région thalamique, en fait hypothalamique. Vous avez ici juste en avant, alors ça c'est après injection, la tige pituitaire qu'on voit très bien ici, et ici l'hypophyse. Et donc c'est développé donc, juste en arrière, juste au niveau de l'hypothalamus, en arrière du chiasma optique et de la tige. Et en fait cet amartome a la particularité de n'être pas du tout rehaussé par l'injection de produits de contraste. Et donc ça c'est un signe, c'est extrêmement évocateur. Si vous faites une IRM, alors j'avais pas d'exemple de puberté précoce avec amartome, mais si vous faites une IRM à une enfant avec une puberté précoce vraisemblablement d'origine centrale, vous pouvez retrouver éventuellement ce genre d'image qui est très évocatrice. Pour les pubertés précoces périphériques, eh bien là on va avoir une dissociation des signes pubertaires, c'est-à-dire qu'on n'aura pas de pilosité, mais on aura des métrorragies et une poussée mammaire, et l'œstradiol sera élevé et le test au GNRH sera négatif. Et dans quel contexte on va se situer alors pour ces pubertés précoces d'origine périphérique? Ce sont les tumeurs sécrétantes, et là l'échographie a évidemment toute sa place. Dans le syndrome de McCune-Albright, qui va associer donc une dysplasie fibreuse, des taches caféolées, et dont le diagnostic donc, sera plutôt fait sur les radios, et la présence d'un follicule ovarien avec le signe du kyste fille, donc avec un follicule autonomisé. Donc sur les tumeurs sécrétantes, on peut en échographie faire le diagnostic de tumeurs de ce type. Ici c'était une toute petite fille, hein, je crois qu'elle avait quelques mois, elle devait avoir un an, à peine un an 18 mois, qui à l'échographie en fait, chez laquelle on a mis en évidence en échographie cette masse extrêmement volumineuse. Alors c'était difficile de dire quel était le point de départ parce qu'on ne reconnaissait pas le parenchyme ovarien, mais cette masse ovarienne solide et kystique qui était plutôt vascularisée, on voyait bien l'ovaire contralatéral et on ne voyait pas l'ovaire de ce côté-là, et il s'agissait d'une tumeur de la granulosa, donc d'une tumeur sécrétante. C'est assez classique en fait, ça c'est vraiment, je ne vais pas dire que c'est fréquent parce que c'est pas fréquent, mais c'est extrêmement classique et il faut y penser devant une puberté précoce, en particulier chez un nourrisson. Donc les kystes folliculaires ovariens autonomes, donc ici c'est une image je crois qui est de Robert Debré en fait, où vous avez le kyste ovarien et vous voyez les follicules filles à l'intérieur, et en plus
on a un risque de... en fait, ici, ça peut récidiver et donc se traduire par une puberté précoce. Et en fait, chez cette petite fille, vous voyez ici l'utérus qui est d'aspect pubère, alors qu'on était en période prépubère. Donc voilà pour la pathologie aiguë. Pour la puberté précoce, est-ce que vous avez des questions? Et donc on va continuer sur les masses. On en a déjà vu un certain nombre, on a déjà vu les tératomes, les kystes hémorragiques. On va parler rapidement des kystes fonctionnels, donc qui correspondent, les kystes, pardon, c'est pas les kystes fonctionnels, mais sont les kystes en général. Les formations kystiques ovariennes sont dans 75% des cas bénignes et largement dominées par la pathologie fonctionnelle, que ce soit en période néonatale ou au moment de la puberté. Donc les kystes fonctionnels en période néonatale, c'est l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure avec ce risque de torsion. Leur diamètre fait souvent plus de 3 cm et viennent de cette stimulation hormonale d'origine maternelle. Et le plus souvent, ils sont à contenu liquidien et sans écho interne. Ils peuvent être, les ovaires chez la petite fille sont extrêmement mobiles, hein. Il faut pas du tout se limiter au pelvis chez la très petite. Quelquefois, les ovaires, vous allez les retrouver carrément en fosse iliaque droite, voire vous allez les retrouver sous les reins. Donc il faut vraiment les rechercher très très loin et pas se limiter à la région rétrovésicale. Et ben pareil pour les kystes ovariens, il ne faut pas dire juste le kyste a disparu, non, il peut être carrément sous-hépatique en fait, quelquefois. Et donc on a un risque de torsion, et si le diamètre est plus de 4 cm, et en tout cas c'est l'attitude qu'on a en concertation avec le service de chirurgie, c'est-à-dire que si le kyste fait plus de 4 cm, et s'il n'est pas compliqué, c'est-à-dire si on n'a pas d'argument en faveur d'une torsion, et s'il n'y a pas d'hémorragie intrakystique, on va le ponctionner sous contrôle échographique. Alors je sais que ce n'est pas le cas partout. Je crois qu'à Robert Debré, on fait pas de ponction systématique des ovaires et qu'ils sont, il me semble, opérés, mais je me trompe peut-être. Mais c'est l'attitude qu'on a choisie à Trousseau en se disant que comme ça on évite les torsions en période néonatale. Il y a souvent, et c'est ce qu'on explique aux parents une fois qu'on a ponctionné l'ovaire, un risque de récidive en fait, de reconstitution du kyste après l'avoir ponctionné si on ne l'a pas complètement vidé. Donc il faut vraiment faire très très attention quand on fait la ponction de le vider complètement. Donc ici c'était chez un nourrisson de 22 jours. Vous voyez donc une image kystique pelvienne dont le diagnostic avait été fait en anténatal. Donc vous retrouvez ce kyste très volumineux. Ce n'est pas la vessie, et vous savez que ce n'est pas la vessie et que ce n'est pas une duplication digestive parce que vous avez ce signe qui vous conforte tout à fait, qui est la présence d'un petit follicule. Alors ça on n'est pas dans le contexte des follicules autonomes, hein. C'est un kyste fonctionnel tout simple, mais le fait de voir comme ça ce follicule ou voir très bien le parenchyme ovarien vous conforte tout à fait dans l'idée du diagnostic de kyste ovarien simple, non compliqué, et celui-ci a été ponctionné. Donc ici c'est le reste du parenchyme ovarien, là c'était le psoas, et là c'était un petit bout de l'utérus, et puis ici donc c'est après ponction, vous voyez que le kyste n'est pas complètement affaissé, on n'a pas réussi à le vider complètement, et vous voyez qu'en plus il s'est complètement déplacé à côté, au niveau du pôle inférieur du rein, hein. Ça c'est le rein. Donc quand je vous disais qu'ils étaient très mobiles, ils sont extrêmement mobiles, et ils sont aussi très mobiles au moment où vous les ponctionnez. Ils peuvent complètement fuir sous l'aiguille, sous la sonde d'échographie. Ici, c'était une petite fille pour laquelle on avait fait le diagnostic de kyste ovarien en anténatal avec un sédiment, vous voyez à l'intérieur, et donc cette petite fille a été opérée. On ne peut pas la ponctionner, on considère qu'à partir du moment où il y a une hémorragie intrakystique, c'est un kyste compliqué avec éventuellement un risque de torsion, et donc on ne le ponctionne pas. Et ça c'est l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure de torsion sur kyste ovarien de diagnostic anténatal. Donc ça c'est pour la période néonatale. Ensuite, chez l'enfant pubère, on va retrouver très souvent donc, ces kystes fonctionnels qui vont être très fréquents, avec des kystes qui vont faire entre 15 et 20 mm. D'ailleurs, on ne parlera pas forcément de kystes
à proprement parler, mais de follicules, éventuellement de follicules dominants. Et chez l'adolescente, en fait, on va retrouver donc, ce follicule dominant non rompu, et quand il fait de 20 à 30 mm, c'est juste un aspect strictement normal. Si jamais vraiment on a un doute, eh bien on fait simplement une surveillance échographique et on contrôle dans 1 à 2 cycles la persistance ou non de ce kyste fonctionnel. Éventuellement, on proposera un traitement freinateur. Les authentiques kystes fonctionnels sont plus rares, avec des kystes folliculaires, des kystes du corps jaune, mais dont la paroi va être fine et régulière. Si jamais donc, il persiste, ce kyste fonctionnel, on pourra éventuellement instaurer un traitement, le plus souvent médical, donc hormonal, et quelquefois il faudra qu'il soit chirurgical si on a une rupture spontanée ou une hémorragie intrachystique, ou éventuellement rompue, ou si on a une torsion sur ce kyste fonctionnel, et c'est quasi la seule préoccupation. Dans les kystes non fonctionnels, en fait dans les kystes organiques, les lésions kystiques organiques, ici c'est un cas clinique d'une fille de 15 ans, et je réalise que je n'ai pas mis les images d'échographie, mais finalement elles étaient assez peu parlantes parce que tout ce qu'on voyait c'était une masse liquidienne intra-abdominale. Elle avait donc une augmentation progressive du volume abdominal depuis 2 mois, et donc sur l'échographie on voyait une formation abdominale d'écostructures liquidiennes très peu vascularisée. Et voilà ce que ça donnait en IRM. Ça peut être extrêmement volumineux, hein, et ça non plus c'est pas complètement exceptionnel. On ne voyait pas l'ovaire, alors je ne sais plus si c'est le gauche, voilà c'était l'ovaire gauche, on n'avait pas réussi du tout à le voir en échographie, et il était tout à fait licite de réaliser l'IRM. Je veux dire, vous n'êtes pas capable d'analyser en échographie, d'aller regarder finement et l'utérus, et l'ovaire contralatéral, et l'ovaire qui est embarqué dans cette masse, qui a l'air d'être à point de départ pelvien. Et donc en fait ce que l'on voit c'est que sur les séquences pondérées en T2, elle est essentiellement liquidienne, avec une portion plutôt multikystique en fait, avec des tas de logettes, qu'elle est très peu rehaussée par le produit de... Alors, je ne sais plus si c'est injecté. Très peu rehaussée par le produit de contraste. Et puis, par ailleurs, donc cette masse kystique, multiloculée, sans portion solide et sans végétation, avec des plages en hyposignal en T1, et puis un loculus ici en hypersignal en T1, pour lequel on pouvait se demander si on n'avait pas une portion hémorragique. Et après l'injection de produits de contraste, on avait un rehaussement homogène et peu intense des septa. Les diagnostics à évoquer en fait devant l'hypersignal en T1, c'était est-ce qu'il s'agissait de sang, de graisse, de mucine ou de tissu colloïde. Et bien en l'occurrence, il s'agissait de mucine. Elle a été opérée, donc ça faisait un peu plus que la taille d'un ballon de foot. Ça c'est la portion, vous vous souvenez là, avec tous les petits septa qui donnaient cet aspect multikystique. Et en fait, c'était un cystadénome mucineux géant bénin. Voilà pour les masses kystiques. Alors les kystes organiques, donc pas les kystes fonctionnels, que vous verrez plus souvent sont les cystadénomes séreux. Les cystadénomes mucineux de ce type-là sont pas, c'est pas non plus complètement exceptionnel, mais vous verrez plus souvent des cystadénomes séreux. Donc pour les masses solides, elles sont également heureusement rares chez les enfants. Elles sont le plus souvent bénignes. Alors quand on dit bénigne et qu'on met masse solide, c'est vrai que ça fait un peu bizarre, mais on entend plutôt le côté pluricitissulaire, par exemple du tératome mature qui correspond quand même à 90% dans 90% des cas à une tumeur bénigne. Et puis le plus fréquent, ce seront donc les tumeurs germinales. Donc le tératome mature ou kyste dermoïde. Alors quand est-ce qu'on emploie l'un ou l'autre terme? Je ne sais pas si c'est un truc que vous maîtrisez parfaitement. Le tératome mature, normalement, c'est quand on a d'un point de vue d'une définition purement histopathologique, c'est quand on a les 3 contingents tissulaires, quand on a au moins 3 contingents tissulaires représentés. Le kyste dermoïde, en l'occurrence, dans kyste, il y a kyste, donc a priori on a plutôt une formation liquidienne. Par abus de langage, on l'emploie quand même pour d'autres lésions qui vont être plus solides, mais qui ne vont contenir que 2 contingents tissulaires en fait. Donc voilà. Le tératome mature, donc c'est la seule forme bénigne de tumeur germinale. Elle va concerner l'enfant de 6 à 11 ans en priorité, mais en fait ça peut survenir à peu près à tout âge. Vous avez vu les exemples de jeunes filles de 14 ans que je vous ai montré avant. Alors là on a noté dans 8%, dans la littérature c'est 8%, dans l'expérience de Trousseau c'est plutôt 10% de bilatéral, et 15% des cas peut se révéler. Dans 15% des cas on peut avoir une torsion révélatrice en fait du tératome.
Donc l'échographie, c'est l'examen de première intention. Vous allez retrouver cette lésion hétérogène, complexe, avec une partie kystique assez volumineuse, et dans la partie solide, des nodules muro-échogènes qui vont correspondre soit à de la graisse, soit à du calcium. Si vous avez un cône d'ombre postérieur, vous évoquerez plutôt du calcium. Vous allez pouvoir retrouver des structures dentaires ou osseuses et un liquide qui va être épais, sébacé et échogène. Ici, c'était un exemple de masse complexe chez une fillette de 3 ans qui présentait des douleurs abdominales, sans fièvre. On n'arrivait pas à bien identifier le parenchyme ovarien, mais vous voyez cet aspect très hétérogène de la masse. Et puis en scanner, en fait, on retrouvait en fait cette masse très volumineuse avec une portion un peu plus solide, pas de calcification, et en fait il s'est avéré que c'était un tératome ovarien, donc dans une forme assez volumineuse. Ici, un autre exemple qui ressemble plus à ceux que je vous ai montrés dans les ovaires tordus, dans les tératomes tordus, où on a pareil, une écostructure hétérogène, assez complexe, avec, alors essentiellement kystique, mais avec des zones plus charnues. Ici, on a l'impression de voir des cheveux. En l'occurrence, on n'a pas vu chez cette jeune fille de calcification. On avait fait l'ASP. La place de l'ASP dans la suspicion de tératome, à partir du moment où vous savez que vous allez faire un scanner ou éventuellement une IRM et que les calcifications et que les dents et que les portions osseuses, vous allez les voir, l'intérêt de l'ASP il est extrêmement limité. Et puis en l'occurrence, on ne voyait rien du tout, alors qu'il y avait authentiquement probablement un petit fémur, une petite côte, on ne sait pas trop, et puis ici 2 petites dents. Donc voilà, et avec une masse exactement comme ce qu'on a décrit, une portion liquidienne, et puis des portions ici très hypodenses qui correspondaient à de la graisse. Donc en fait on avait bien 3 contingents, et c'était bien au moins 3 contingents, et donc c'était bien un tératome. Les tumeurs germinales malignes, elles, ont un pic de fréquence entre 10 et 15 ans. Ce sont essentiellement des tumeurs du sac vitellin. Elles sont heureusement ces tumeurs relativement rares. Des choriocarcinomes qui, eux, vont sécréter de la bêta-HCG, et les tumeurs du sac vitellin, elles vont sécréter de l'alpha-féto. Et puis on a également donc, les dysgerminomes. Donc le dysgerminome, c'est la forme histologique la plus fréquente des tumeurs malignes de l'enfant. Le dysgerminome pur, lui, ne sera pas sécrétant, mais on pourra quand même retrouver dans un certain nombre de cas une élévation modérée des bêta-HCG. La croissance tumorale est relativement rapide, ce qui fait que le diamètre moyen de la lésion au moment du diagnostic il est de 15 cm. Et l'un des marqueurs essentiels de ces dysgerminomes, c'est la phosphatase alcaline placentaire. En imagerie, donc ça va se présenter sous la forme d'une masse solide, essentiellement solide, avec quelques calcifications. Mais quand vous aurez une masse solide développée aux dépens de l'ovaire, c'est ce que vous allez évoquer en premier. Une masse kystique, un cystadénome, si vous êtes en dehors de séreux ou mucineux, si vous êtes en dehors du kyste fonctionnel simple, donc un cystadénome. Si vous êtes devant une masse complexe, vous allez penser à un tératome. Si vous êtes devant une masse solide, vous allez d'abord penser à un dysgerminome. Et puis après, ce sont les marqueurs et puis l'exérèse ou éventuellement la biopsie, encore que la biopsie, elle est exceptionnellement réalisée dans les lésions ovariennes. Et donc en fait, à l'échographie, on n'a pas énormément de renseignements à tirer, sinon qu'on est devant une masse solide. Et c'est surtout à l'IRM que l'on va retrouver des septa fibrovasculaires, en fait en hyposignal en T2, qui vont éventuellement nous orienter. Donc en fait, c'est ce que vous retrouvez ici, c'est une volumineuse masse sur des coupes sagittales en pondération T2. La vessie est ici, vous voyez cette masse extrêmement volumineuse. En fait, les LDH et les bêta-HCG étaient augmentés chez cette petite fille, et l'alpha-fétoprotéine était normale. Donc vous voyez qu'on a beaucoup moins de contingent kystique dans cette lésion. On n'a pas du tout de contingent kystique, elle est purement solide. Et donc en fait, ces plages, ces travées en hyposignal sont également évocatrices du diagnostic de dysgerminome. Et puis on terminera avec les tumeurs du sac vitellin, qui sont donc les plus agressives, qui vont au moment du diagnostic se présenter avec des localisations péritonéales, ganglionnaires ou éventuellement des métastases à distance. L'alpha-fétoprotéine va être élevée, elle va être corrélée au volume tumoral, et on va retrouver une volumineuse tumeur solide avec des territoires kystiques. Et donc là, la chimiothérapie et la chirurgie sont systématiques. J'en ai pas d'exemple parce que moi j'en ai pas vu. Les autres tumeurs qui sont plus rares, donc le carcinome embryonnaire, le choriocarcinome et les lésions secondaires de LAL
Alors on a peut-être ce biais de recrutement à trousseau parce qu'on a un gros service d'hémopathie en fait, d'oncologie et d'hématologie, de suivi des hémopathies chez l'enfant. Mais chez cette jeune fille de 7 ans, en fait, vous voyez, vous n'arrivez pas à reconnaître en fait l'écostructure normale des ovaires. Alors ici on est du côté droit et là on est du côté gauche. On coupe alors, en gros axial et ici longitudinal, ici longitudinal et axial. Et donc en fait il faut penser, quand vous voyez des masses comme ça très infiltrantes, solides, comment dire, pas du tout complexes comme on a pu le voir là dans le dysgerminome, à une infiltration en rapport avec la leucémie. Au niveau des testicules, c'est exactement le même aspect. Quand vous avez des infiltrations leucémiques, c'est exactement pareil. On a vraiment une infiltration qui est extrêmement homogène, qui est plutôt hypoécogène et qui est très évocatrice d'une localisation secondaire de la leucémie. Et ben vous voyez, en fait, oui, chez cette petite fille de 7 ans, elle avait des antécédents de leucémie et en fait, le diagnostic de rechute a été fait sur l'échographie ovarienne. Elle avait d'autres localisations péritonéales. Et on va finir dans l'échographie du pelvis sur tous les diagnostics différentiels. Donc on en a déjà vu une partie tout à l'heure avec les échographies vésicales. Mais ce à quoi il va falloir penser la gamme diagnostique, c'est celle-là. C'est à toutes ces lésions et une façon d'organiser la gamme diagnostique, c'est de regarder quels sont les rapports de la masse avec la vessie et le rectum. Une origine vésicale, donc si vraiment elle se développe aux dépens de la vessie, on a vu tous les épaississements possibles et imaginables, mais on va penser d'abord au rhabdomyosarcome. Il est plus fréquent chez le garçon. Il y aura aussi éventuellement au niveau de l'ouraque des rhabdomyosarcomes de l'ouraque. L'aspect de pseudotumeur inflammatoire, un peu comme celle qu'on a vu tout à l'heure. Les lésions... non, d'ailleurs, je dis des bêtises, on n'en a pas vu de pseudotumeur inflammatoire, je ne vous en ai pas montré au point de départ vésical. Les lésions rectales, donc d'infiltration de l'ensemble de la paroi rectale dans les infiltrations du lymphome de Burkitt, donc ces infiltrations vraiment intestinales, de la paroi intestinale qui vont être circonférentielles, qui vont presque prendre un aspect de ganglion, en fait très hypoécogène dans la paroi digestive, donc qui sont très évocateurs d'infiltration lymphomateuse. Dans les lésions prévésicales, donc le kyste de l'ouraque, éventuellement le rhabdomyosarcome ouraquien. Les masses intervésico-rectales, donc ici on pourra penser à un hydrocolpos, un abcès du Douglas, typiquement comme celle qu'on a vue tout à l'heure, la petite fille pour laquelle on a failli passer à côté du diagnostic d'abcès du cul-de-sac de Douglas d'origine appendiculaire. Et dans les masses rectorectales, donc les tumeurs germinales sacrococygènes et le neuroblastome pelvien. Pour les masses, celles qu'on va retenir et qu'on va voir ici, donc essentiellement l'abcès appendiculaire, quelquefois le pios alpin, ça on n'a pas parlé, à point de départ tubaire, la grossesse extra-utérine et le lymphangiome kystique. Ici, c'était une petite fille de 4 ans qui venait pour des douleurs abdominales et vous voyez qu'elle a une masse très hypoécogène qui est relativement infiltrante, qui est séparée par des septa en fait. Vous la retrouvez ici, vous voyez qu'il y a plein de septa. On a fait le diagnostic chez cette petite fille il me semble que c'était un lymphangiome kystique en fait. Et vous retrouvez ici l'appendice au milieu. Je dis des bêtises en fait, je suis en train de vous dire des bêtises, en fait c'est sur un abcès appendiculaire. Vous voyez quand on... Ah bah oui, regardez, en fait on voit l'appendice ici et ici on a un stercolite. Vous voyez le stercolite et vous voyez en fait ici ça c'est trop écogène pour être simplement dans un lymphangiome kystique. Ici vous retrouvez une masse plutôt hypoécogène. Ici en fait c'était simplement pour noter l'utérus. Donc en fait c'était sur un appendice. Ici, c'est l'exemple de lymphangiome kystique. En fait, vous avez donc cette lésion qui est plutôt hypoécogène avec des septa qui est séparée par des septa, qui est relativement infiltrante et en fait qui correspondait à un lymphangiome kystique intrapéritonéal, qui n'est pas quelque chose non plus complètement exceptionnel et qu'il faudra savoir évoquer, surtout que quelquefois ils sont relativement limités et qu'on peut quelquefois les confondre avec une trompe dilatée. Ici, c'est une petite fille de 12 ans qui présentait des douleurs abdominales relativement basses et qui
qui avait également une distension abdominale. Ça, c'est en fait une enfant qui avait été vue en urgence et un contexte d'aménorrhée primaire. Alors à 12 ans, on n'est pas forcément très inquiet. Et vous voyez donc ici, en termes de localisation, à quel point c'est important. On est sur la coupe axiale. Ici, vous avez la vessie en avant et juste en arrière de la vessie, vous voyez cette masse dont le contenu est échogène, il est très piqueté. Et vous tournez la sonde. Vous mettez en coupe longitudinale, le haut est là, le bas est ici, la vessie on la retrouve là. Ici vous avez l'utérus, le col, et vous retrouvez en fait quasiment l'image qu'on a vue tout à l'heure de l'enfant avec l'hémivagin borgne qui était dilaté. Et en fait vous voyez le col dilaté, à l'intérieur en fait ça c'est un hémosalpinx en fait, d'accord, sur une imperforation hyménéale. Je vous parlais tout à l'heure des lymphangiomes kystiques. Vous avez dû voir en faisant les échographies du pelvis en imagerie de la femme qu'on peut avoir en fait un aspect assez évocateur de dilatation d'image à point de départ tubaire quand on a un aspect un peu frangé et en roue dentée. On a dû vous parler de ça? Non. Bref, ici en fait l'utérus est là, ici vous avez une structure qui est plutôt tubulée, qui a l'air un peu complexe, dont on a du mal à faire le tour, et vous voyez qu'elle tourne juste ici, on voit cet aspect de frange intrachystique, et en fait quand on fait, là ici on avait fait l'IRM, et en fait on a mis en évidence, donc vous voyez ici la trompe. Et pourquoi est-ce qu'on sait que c'est la trompe? Parce que regardez, hop, ici on a cet aspect de roue dentée avec des franges qui est très évocateur. Et donc en fait, comme ici sur les coupes coronales, comme la trompe tourne beaucoup, vous voyez qu'on la coupe ici. C'est comme si on s'était mis ici et en fait on la coupait en deux. Et donc avec en plus un saignement des clives ici en hyposignal en T2 étoile dans le fond de cette trompe dilatée sur un hématosalpinx, un hémosalpinx. Donc voilà, on a terminé avec l'échographie pelvienne de l'enfant. Donc chez l'enfant, même si vous êtes chez une enfant qui n'est pas pubère, un des messages c'était de penser à la torsion ovarienne. Ce n'est pas l'apanage de la jeune fille en fait. Ce ne sont pas que les adolescentes, mais les petites filles aussi peuvent faire des torsions ovariennes. Et alors moins souvent sur masse chez la toute petite, donc le diagnostic est presque plus facile, mais il faut bien penser à regarder la symétrie de taille des deux ovaires. Et puis quand on a malheureusement une masse et qu'on a une douleur et qu'on n'arrive pas à avoir le parenchyme ovarien, et bien jusqu'à preuve du contraire, c'est que l'ovaire s'est tordu sur la masse, que la masse a servi de trigger. En cas de masse pelvienne, on ne se contentera pas, même si on fait toujours l'échographie en première intention. Si on a un doute, on ira à l'IRM et le scanner sera éventuellement utile dans le cadre de l'urgence pour rechercher des calcifications et de tératome bilatéral. Et chez l'adolescente, il faudra toujours penser à demander la date des dernières règles et si éventuellement il y a des signes en faveur de grossesse. Voilà, je vous remercie. Merci. Alors, il faut juste que je le mette, je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Je peux l'enlever, ma clé ?